J'avais rêvé de ce projet. Va. Fais de ta vie un rêve. Voir. Fais de tes rêves une réalité. Ailleurs. Un lieu de pédagogie. Vivant, convivial. Si. La difficulté du vivre ensemble et du collectif. L'argent, c'est le pouvoir. J'y suis. Va voir ailleurs si j'y suis. Il y a très souvent beaucoup plus de questions que de réponses. Salut, c'est Mélanie. Salut, c'est Marina. Je me souviens quand j'étais plus petite, on me demandait souvent à l'école qu'est-ce que j'avais envie de faire. Toi, tu savais ce que tu voulais faire, Marina ? J'avais plein d'idées, je voulais faire plein de choses différentes. Je savais déjà que j'avais envie de voyager, mais à l'école, on me disait pas trop que c'était possible de lier tout ça dans un métier. Et toi, du coup ? Moi, je crois que j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire. Et je trouve que des fois, c'est difficile de mettre des mots sur des métiers. Parce qu'en fait, moi, j'ai envie de faire plein de choses différentes. C'est ça qui m'intéresse. Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de personnes inspirantes qui ont fait le choix de réinventer leur métier et de vivre de leur passion. Pendant 3 mois d'itinérance, avec une voiture et notre tente, nous sommes allés à la découverte d'associations et de ces projets qu'on appelle tiers-lieux ou écolieux pour mieux comprendre leur fonctionnement. L'idée de ce podcast est de vous faire vivre ce voyage avec nous et de vous donner aussi toutes les clés pour lancer votre propre projet. On parlait de talus tout le temps parce que c'était dans notre quotidien de devoir gérer ces talus et du coup on en est venu à appeler ce projet le talus. Épisode 2, partie 1, bénévole sans engagement. Alors aujourd'hui on vient d'arriver au talus à Marseille. Il y a le train qui passe juste à côté parce que du coup on est en plein cœur de la ville, entouré à la fois de la ligne de chemin de fer, des immeubles au loin, de la montagne. Et de la plus longue rue de Marseille, oui, qui est la rue Saint-Pierre. Pour ce deuxième épisode, nous vous emmenons à Marseille, à la découverte du talus, une ancienne friche urbaine transformée en 2018 en un jardin nourricier. En fait, son objectif au départ, c'était de démontrer qu'il était possible, sur une surface de 800 m², de cultiver des légumes en ville et d'en vivre. Et en quelques années, l'association a fait évoluer ses pratiques et aujourd'hui se concentre sur une dimension plus pédagogique. Elle intervient notamment auprès des écoles afin de favoriser le lien entre les enfants et la nature. Plus généralement, elle propose une diversité d'activités autour du vivant, avec des ruches, une mare, un poulailler, une cantine et bien sûr un jardin pour permettre aux citoyens et citoyennes un contact avec la nature par le fer. C'est également un lieu vecteur de lien puisque les Marseillais et Marseillaises peuvent s'y rencontrer à travers des chantiers participatifs ou des événements plus festifs. Nous avons rencontré d'abord Karl, cofondateur du projet Le Talus, afin qu'il nous en dise un peu plus sur l'historique du projet. Je m'appelle Karl Pfanner, je suis cofondateur du projet Le Talus et directeur administratif et financier de l'association Ecofarm. En fait, du coup, nous, on s'est réunis dans une association qui s'appelle Ecopermaculture, qui a été fondée par Frédéric Denel en 2016, qui voulait faire la promotion des micro-fermes en zone urbaine et périurbaine. Et du coup, en fait, on a eu la chance en approchant la Société de la Rocade de la L2, qui gère en fait ces 2 parcelles que l'on occupe le long de la rue Saint-Pierre au nom de l'État français. Donc c'est des parcelles qui appartiennent à la DREAL, à l'État, et qui ont été préemptées pour la construction de l'autoroute. Quand on est arrivé, c'était un peu des dépôts sauvages. Donc ça les intéressait qu'on fasse une valorisation socio-environnementale de ces parcelles, qu'en même temps on puisse faire du gardiennage quelque part à moindre frais. Donc ils s'y retrouvent un peu dans ce sens-là. Mais en fait, ce qui nous a permis d'acquérir ce terrain, c'est la même raison que notre plus grande menace aujourd'hui. C'est que l'État voulait conserver ces parcelles dans la mesure où potentiellement il y aurait une volonté de SNCF Réseau de s'installer quelques années plus tard pour un nouveau gros chantier. Mais ils ne savaient pas trop quand, ça sort des cartons, et donc c'est sorti des cartons l'année dernière. Puis il y a eu 900 contributions de nos adhérents qui ont écrit un paragraphe pour dire à quel point ils tenaient au projet. Suite à quoi SNCF Réseau a reculé sur l'exploitation du jardin.
Et par contre, le village, qui est de l'autre côté, est une parcelle qu'on va probablement rétrocéder d'ici à quelques années, dans le cadre d'un compromis qu'on a eu avec l'État. En fait, c'est compliqué aujourd'hui pour une association, pour un projet environnemental ou social, d'avoir accès à ces terrains, pour une raison très simple. On est sur des territoires dans lesquels il y a une compétition économique qui se joue entre différents projets. Soit c'est au plus offrant, et dans ce cadre-là, on ne peut pas faire de la compétition au modèle économique d'une tour de béton. Soit la collectivité acquiert une parcelle et décide de la sanctuariser pour ensuite la mettre à disposition d'un projet dont la première valeur et le premier objectif n'est pas économique, mais est plutôt social et environnemental. Et donc on se retrouve avec pas mal d'assauts comme Yes We Camp, comme tout un tas de petites associations qui en fait font ce qu'on appelle de l'urbanisme transitoire. Donc c'est parce qu'il y a une difficulté à pérenniser l'accès au foncier pour des associations de ce type, ils partent du principe qu'ils restent 3 ans et qu'après ils s'en vont. Et aujourd'hui, on est un peu pris dans ce jeu-là où en fait, ça arrange bien beaucoup de monde qu'il y ait des associations qui viennent animer des lieux morts, non utilisés et les revitaliser pendant quelques années. Puis quand il y a un projet économique qui arrive, hop, on change. Et donc c'est des assos qui viennent récupérer des interstices dans le tissu urbain et on est encore un petit peu dans cette situation. Et puis c'était un pari pour nous de dire bon, on prend ces terrains sans aucune garantie, on va tout donner parce qu'il y a une urgence. Je crois qu'il n'y a plus à convaincre de ça et parce qu'on a besoin de faire quelque chose qui a du sens. Donc on l'a fait, on le fait encore aujourd'hui en espérant que les mentalités bougent grâce à ça un petit peu et grâce au reste de la société qui est en mouvement en parallèle. Et que au bout d'un moment ça devienne compliqué d'assumer de détruire un projet de ce type là, sur un terrain de l'État, là où il n'y a pas beaucoup de terrains de l'État sur lesquels les projets écologiques sont à l'œuvre. Mais ça c'est politique. Et donc ça devient un sujet de société. Et nous en tout cas on ne fait pas de politique partisane, on fait de la politique au sens grec du terme, dans le sens des citoyens dans un espace se rassemblent, font ensemble, discutent ensemble et c'est une politique du faire. En fait ce projet a émergé grâce aux bénévoles. Il n'existerait pas sans les bénévoles, c'est simple, parce que tout ça a été fait à la main en fait, tout. Et du coup on se rend pas compte, on voit le truc comme ça, mais je vous invite à regarder les photos de ce que c'était au début. C'est des gens qui fabriquent des pyramides, brique après brique, brouette après brouette, et il y en a des milliers et des millions de gestes qui permettent d'arriver là. Aujourd'hui, ça fourmille, il y a des tonnes de gens. Et pourtant, toutes les semaines, on a des montagnes de trucs à faire, on n'arrive pas au bout, et en fait, on n'arriverait jamais sans les bénévoles. Jamais. Même à 10 salariés, 10 services civiques. C'est pas possible. Parce que en même temps on se met une ambition forte, qu'on a un rythme qui est important et on a un rythme quelque part qui est un peu urbain. On vit on est enchâssé dans un monde qui va à un rythme donné et on va à ce rythme-là. Ce projet est allé très très vite. Aujourd'hui on arrive pour le 2e jour au talus, après nos 40 minutes de marche. Et aujourd'hui c'est la journée chantier participatif, c'est-à-dire qu'en fait tout le monde est invité à venir le mercredi donner un coup de main au talus. Donc on peut venir vraiment selon ses disponibilités, ça peut être 1 heure comme toute la journée. Et on a été agréablement surprise parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens aujourd'hui. On est une 30aine de personnes je pense qui donnent un coup de main, notamment sur la partie jardin. Donc ça fait une belle dynamique de groupe et beaucoup de plantations qui ont été faites aujourd'hui parce que là on est en pleine période des plantations. Tout est assez bien organisé, il y a de la signalétique un peu partout et quand tu arrives sur les lieux, tu sais un peu où est-ce que tu dois aller quand tu as envie d'aider.
Et il y a une très bonne ambiance. Enfin, c'est pas forcément des gens qui se connaissent, c'est des gens qui viennent de temps en temps pour se rencontrer. Et ça, je trouve que c'est très cool. Du coup, ça se passe comment pour aujourd'hui? Il faut regarder le tableau avec tous les chantiers. Ouais, c'est ça. Sur le tableau, tout est affiché. J'essaie d'aller un peu dans le détail pour que chacun puisse un peu trouver le maximum d'informations. Aujourd'hui, on fait beaucoup de travail de transplantation des petits légumes d'été. Donc, on avait fait des semis en serre où on en avait commandé certains à des producteurs de petits plants potagers qu'on est allé chercher il y a quelques semaines. Et là, on arrive sur la bonne saison pour le faire. Nos planches sont disponibles, les cultures précédentes sont terminées. Donc on met tout en place, donc il y a un petit protocole à suivre. Voilà. Et donc après, on a une dizaine de planches où ce schéma-là est à reproduire. Donc il y a des petits groupes qui se forment. Là-bas, il y a Théo et Dimitri et Alexis qui en sont à la phase du cordeau. Donc ça avance petit à petit. Et du coup, c'est des bénévoles qui reviennent régulièrement? Oui, ouais. Voilà, tous les gens que je vois là, c'est des gens que je connais, qui sont déjà venus. Donc c'est assez rigolo. On retrouve les mêmes visages d'une semaine à l'autre. Ouais. Voilà. Ouais, donc ce qui permet aussi à chacun d'être autonome, quoi. Quand ils arrivent, un petit peu, une première fois un peu le fonctionnement. C'est ça, ils ont déjà vu au cours des saisons un peu comment ça se déroulait, la plupart du temps, et puis on reproduit un peu les mêmes schémas, en fait. Donc ouais, c'est assez sympa. C'est une vraie main-d'œuvre complémentaire qui est pas négligeable du tout, et en plus on s'entend tous très bien, donc tout est dans la bonne humeur. Bonjour. Bonjour. Enchanté, je m'appelle Quentin. C'est une Swatchi. Enchanté. Je travaille ici comme responsable jardin. Et donc il paraît que vous êtes volontaire pour travailler un petit peu cet après-midi. Ouais. Donc, je fais juste une petite présentation rapide de comment se déroule un peu le travail ici. Et je disais donc on travaille en agriculture sur sol vivant parce que on a arrêté le labour mécanique. Si vous voulez, on n'utilise plus de grosses machines qui perturbent un peu les équilibres du sol. On respecte la vie du sol. Donc si on écarte et si on creuse un peu dans notre sol, on verra que ça grouille d'êtres vivants. Et en fait, c'est toute cette vie-là qui nous fait le labour dont on a besoin et qui nous apporte la porosité nécessaire pour la croissance des cultures commerciales qu'on met en place. Et là, du coup, il y a des bacs qui sont mis à disposition des adhérents. Ouais, on a à peu près 150 bacs qui sont loués à l'année par des adhérents. Ah oui, il y a une location pour avoir les bacs. Ouais, à hauteur de 1 € par semaine sur une année entière, donc ça fait 52 € l'année. Ok, pour un bac. Ouais, on leur fournit donc le bac, on leur fournit le terreau qui est à l'intérieur, toute l'eau qu'ils peuvent utiliser aussi, ils peuvent utiliser gratuitement, et puis après ils sont libres d'aller choisir des semences un peu partout, on leur propose aussi nous là-bas en fonction des saisons. Et ils ont accès à l'espace quand ils veulent? Ouais, quand ils veulent, il y a une boîte à clés sur le portail, donc ils connaissent le code, on leur donne dès qu'on le change, et ils peuvent venir 24 h sur 24, 16 jours sur 7. Mais grosso modo ça se passe bien. Il y a une liste d'attente un peu longue, et tout le monde joue le jeu. Alors je pensais à faire des concours, moi de bac, ça m'aurait fait rire d'organiser ça, parce qu'il y a une petite communauté qui s'est créée, il y a une page Facebook qui existe, donc ils échangent des infos, ils échangent des bons plans, des graines, des semis, ce genre de choses. Trop cool. Des conseils. S'amuse. Et puis ça reste une population, moi je dis toujours jeune, quoi. Je veux dire, bon, après il y a quelques personnes, voilà, de retraite, quoi, de mon âge. Hein, c'est vrai, Michel. Hein, bon, on a sympathisé. Il y a une Chantal, il y a une Dominique. Et puis là-bas, on peut faire d'autres choses. Moi je suis pas trop allée là-bas. Il y a du bricolage. Si pareil comme moi à 65 ans, si je commence à, bon, si je peux toujours apprendre à faire un trou. Tu as raison. Mais j'ai encore, tu vois, au bout d'une année, vraiment le plaisir de mettre les mains dans la terre et tout ça. On a tout ce qu'on voit qui pousse, mais ça pousse à une vitesse. On a mis les tomates et des salades et des concombres et des trucs. On les a mis comme ça. En une semaine, c'est fou, quoi. C'est super simple. Et c'est vrai que ce que j'ai vraiment adoré, c'est qu'au final, nous, cette semaine, on a un statut un peu particulier. On est là un peu en tant qu'observatrice et pour donner des coups de main. Mais avec cette journée de chantier bénévole, eh bien, nous, on était un peu au même niveau que les bénévoles. Et du coup, on a vraiment pu avoir des conversations avec chaque personne,
Moi, je me suis sentie hyper à l'aise et du coup, c'est vraiment chouette. Tu papillonnes à gauche, à droite, tu discutes avec différentes personnes. Si t'as pas envie de discuter, si t'es un peu fatigué, tu vas sous les chapiteaux, tu prends un verre, un thé, un café et tu te poses en fait. Donc c'est vraiment libre, il n'y a pas de pression. On n'est pas dans un objectif de production. Si on a envie de chiller, c'est possible. Et c'est vrai que ça fait du bien. Ouais, c'était vraiment cool que chaque personne puisse vraiment y aller à son rythme, quoi. Quel que soit son âge, ses capacités et ses connaissances. Parce que, par exemple, moi, j'ai pas énormément de connaissances en jardinage et pourtant, je me sentais pas illégitime d'être sur les lieux, donc c'est assez chouette. Moi je viens presque tous les mercredis. Puis j'ai un bac aussi. Ah oui. Donc avec le bac c'est bien, on a des conseils et puis, puis on fait ses légumes, quelques légumes parce que 1 mètre carré c'est pas énorme non plus pour manger. Ouais, c'est clair. Mais c'est bien. Je suis contente, aujourd'hui je vais récolter mes courgettes. Donc je suis contente. Et comment vous avez entendu parler du lieu ? Sur internet en fait. Presque quand ils ont démarré en 2018 là. Ah oui. Mais je travaillais encore, j'étais encore en activité, donc je me suis dit quand je ne travaillerai plus, je viendrai voir à quoi ça ressemble. C'est le côté bénévolat du mercredi qui me plaisait. Ici, on peut là. Ouais. On va ici, on peut voir. Ouais. Tu t'appelles comment du coup ? Marie. Et donc tu es bénévole à l'association du Talus ? Exactement, et puis en fait je viens à peu près 2 à 3 mercredis par mois. Juste le matin et voilà. Alors, et du coup tu aides sur les chantiers bénévoles. Tu as un secteur que tu préfères ? Oui, alors en fait en général je vais plutôt au maraîchage, c'est ça qui me plaît, mettre les mains dans la terre, apprendre sur les cultures et voilà. Du coup ce qui te plaît c'est la rencontre que tu fais avec toutes les personnes qui gravitent autour du lieu ? Exactement. En fait, je trouve ça d'autant plus riche parce que les gens viennent pas forcément pour juste le maraîchage ou tout ça. Ils viennent aussi pour se restaurer, pour passer un bon moment, voilà. Donc, et puis, je trouve que ça draine des gens de partout ici à Marseille, de tous les milieux, et je trouve que c'est ça qui est assez riche. Ouais. Moi je dirais que à chaque fois que je viens le mercredi, je sais jamais si la personne que j'ai vue le mercredi où je suis venue avant, je vais la retrouver. Parfois il s'avère que on se retrouve et puis c'est chouette. Et en fait ce qui me plaît c'est l'imprévu en fait. De retrouver des gens, de reprendre la conversation qu'on avait eue précédemment, ou alors de rencontrer des nouvelles personnes et comme aujourd'hui te rencontrer, je trouve que c'est chouette. C'est un beau cadeau. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Je te laisse retourner au jardinage. Merci. Et du coup, chez nous, le bénévolat, on s'est dit, il faut qu'on propose une modalité aux gens qui leur permette d'avoir de la lisibilité sur ce qu'on leur propose. Et de pas... Il y a un truc qui fait flipper les gens, en fait, c'est de s'engager, vraiment. Si on demande aux gens de s'inscrire, ou si on leur demande d'être là à 1 heure et de partir à 1 heure, ils ont juste pas envie d'avoir une contrainte supplémentaire, donc ils le font pas du tout. Alors que là, typiquement, le chantier participatif, c'est la seule et l'unique modalité de bénévolat qu'il y a eu dans l'association depuis le début. Enfin, pas dans l'asso, dans le projet de Talus. Et en fait, ça marche du tonnerre. Parce que c'est une modalité simple, compréhensible, et que les gens peuvent venir à tout moment, venir avec des potes, venir rencontrer des gens, venir poser des questions, venir apprendre des trucs. Et vous avez vu ça aujourd'hui, c'est vraiment une bonne ambiance, c'est quelque chose qui paraît assez fluide, naturel. Ça nécessite une grosse équipe derrière qui tienne la baraque, mais ça marche. Ce qui fait la différence de ce lieu et d'autres tiers-lieux, c'est qu'ici c'est vraiment dans l'idée de faire participer les gens, et que les gens se sentent libres se sentent chez eux, quoi. Et à la pause déjeuner, ce qui m'a bien plu, c'est qu'il y avait une grande tablée et qu'on a mangé tous ensemble et qu'on a pu échanger avec des adhérents et des adhérentes qui étaient vraiment très sympas et en apprendre un peu plus sur pourquoi est-ce qu'ils décidaient de venir ici.
Dans les tiers-lieux, je pense qu'il y a ça aussi. Que les gens viennent chercher le lien social, mais aussi cette notion de dire je redeviens quelqu'un qui a la capacité de faire des choses. Quand tu crées quelque chose, quel que soit, ça peut être un petit coussin, n'importe quoi, tout de suite tu as un sentiment de valorisation. L'objet que tu crées, il a une autre valeur. C'est comme quand tu plantes tes propres haricots, tu manges tes propres haricots, ils n'ont jamais le même goût que ceux que tu vas acheter en boîte. Parce qu'il y a aussi toute cette notion de je crée, je fais par moi-même, et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de se réapproprier ce pouvoir personnel, entre guillemets, de dire « Waouh, je suis capable de faire ça ». C'est ça que j'aime bien venir ici aussi, parce que du coup, je sais pas, donc, tu parles à des nouvelles personnes. Moi, je repars de là, j'ai toujours 10 nouveaux contacts. Ouais. Un tel m'a parlé d'un atelier vélo, un tel m'a parlé de... Oui, c'est facile. Bah, du coup, ça t'ouvre aussi sur tout ce qui se passe, justement, parce qu'à Marseille, il y a plein de choses. On confirme, on est nous-mêmes repartis avec une liste d'informations, et entre autres de potentiels tiers-lieux à visiter pour la suite, comme le Chalutier, que vous retrouverez au 9e épisode. Et du coup, on a reparlé de cette facilité de faire des rencontres avec Anaïs, qui est une volontaire en service civique au Talus depuis quelques mois, au pôle communication. Et pour elle, c'est aussi un moyen de rencontrer de nouvelles personnes en dehors de son cercle de connaissances, donc on a voulu en discuter un peu plus avec elle. Je pense qu'on manque d'espace de sociabilisation autour d'une activité, en tout cas d'un truc où vraiment... Il faut qu'il y ait un contexte pour pouvoir sociabiliser. Donc là, tu plains, tu fais des choses. Justement, il y a ce truc aussi où des fois, même quand tu connais des gens, tu es toujours dans les mêmes contextes, tu es dans les mêmes soirées, toujours les mêmes gens. Et c'est cool d'avoir un autre lieu où tu peux y aller seul. Enfin, tu peux toujours aller seul, mais il y a cette frontière sociale qui est quand même vachement présente. Où il y a plein de gens qui ne veulent pas aller dans des endroits seuls. Puis il y a plein de... Je sais pas, aller à une soirée seule, par exemple, ça... Enfin, les gens ne font pas trop. Et alors qu'aller au Talus seul, complètement. C'est hyper cool. Mais c'est drôle parce que c'est un peu ça... C'est un peu de ça dont on a discuté avec les adhérents, et c'est ce qu'ils nous disaient, qu'ils venaient ici pour rencontrer des gens aussi. Ouais. Et, que par le jardinage, en fait, ils se mettaient à parler de légumes, puis au final, ils se mettaient à parler d'autres choses de la vie. Et de... Oui. Donc ça, c'est cool. Ouais. Philosopher. Ouais. Mais je trouve que ça crée un contexte hyper à l'aise où t'as pas besoin d'enchaîner, de toujours être là et de te regarder dans le blanc des yeux, et tu fais tes trucs et tu parles pas, et quand t'as un truc à dire, tu parles. En tout cas, c'est quand... Puis même là, en tant que... même si je travaille ici, des fois où je faisais du maraîchage, je maraîchais avec des gens que je connaissais pas. Et pareil, on commençait à parler de trucs... Et ouais, donc trop intéressant. Ouais, en plus, c'est des personnes curieuses, je pense, globalement, qui viennent, qui ont justement envie de s'intéresser aux autres et tout ça. Donc c'est trop cool. Je pense qu'une des forces du Talus, c'est vraiment sa capacité à faire venir des bénévoles sur les lieux. Pour moi, c'est l'essence même des projets de tiers-lieux. En tout cas, c'est ce que je veux arriver à faire. Je veux que les citoyens et citoyennes puissent venir sur le lieu, qu'ils s'y sentent bien et que ça crée des espaces de discussion. J'ai aussi cette envie de transmettre des savoir-faire, et je trouve qu'avec le jardin, ça marche assez bien ici. J'ai l'impression qu'on est nombreux à vouloir faire ce lien avec la nature. Et je trouve que le fait d'être dans l'action, ça permet de créer un lien beaucoup plus facile. On se sent libre de parler, ou de pas le faire d'ailleurs. Et je crois que l'autre facteur qui est hyper fédérateur, c'est le fait de partager un repas autour d'une grande tablée. Et je crois surtout ce qui est différent au Talus, c'est le rôle des bénévoles au sein de l'association. Parce que ces temps de bénévolat, c'est surtout un moyen de faire du lien social et de permettre aux personnes de s'approprier les lieux, voire d'acquérir de nouvelles compétences. Et par rapport à cette problématique de comment on fédère une communauté de bénévoles, je pense que dans le cas du Talus, ça fonctionne bien parce que les bénévoles n'ont pas d'engagement ou d'obligation et qu'ils et elles ne sont pas intégrés au processus décisionnel du lieu. De toute manière, avec ou sans leur aide, l'équipe salariée avancera sur les différents chantiers et du coup, il n'y a aucune pression sur les bénévoles qui vont garder une forme de liberté et venir pour différentes raisons. Vous retrouverez la suite du podcast Le Talus dans une partie 2 consacrée au changement d'échelle.